session des petits déjeuners de l'intelligence artificielle organisée par Syntec Numérique. 5e session, ces petits déjeuners ayant été lancés en septembre l'année dernière. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir après cette période de confinement. Je me présente, je m'appelle Valentin Hubert, je suis permanent Syntec Numérique, délégué innovation et technologie, et j'aurai la joie et l'honneur d'animer ces débats entouré de 3 intervenantes que je vais vous présenter. L'agenda que je vous propose, il est assez simple. Une table ronde donc, qui durera, on va dire, 3 quarts d'heure avec une session de questions-réponses. Alors, les petits déjeuners viables d'habitude se font en physique et sont l'occasion d'échanges, de networking en même temps que des échanges. Là, forcément, à distance, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on aura une session peut-être un petit peu raccourcie. On risque de terminer un petit peu avant 10 heures, sauf si on a beaucoup de réactions et de questions, ce dont je ne doute pas. Voilà, donc on risque de terminer un petit peu avant, mais n'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes les questions et partager tous les commentaires que vous pouvez avoir, c'est le moment. Donc, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui 3 intervenantes de choix de haut vol, à qui je vais bien maintenant laisser la parole pour qu'elle se présente, pardon. Donc, Céline Heller d'Inclusive Coding, Katia Lenné, Syntec Numérique et Femmes du Numérique, et Émilie Sirvin-Hien d'Impact AI, chacune en plus ayant, comme beaucoup de femmes, plusieurs casquettes. Donc, je les laisse tout de suite se présenter rapidement avant de vous présenter plus en détail le contenu de ce webinaire. Céline ? Merci Valentin, bonjour à tous, merci d'être connectés en cette heure matinale. Céline Heller, effectivement présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Inclusive Coding et qui vise à proposer des ateliers de formation au code informatique dans les écoles élémentaires, donc du CP au CM2, sur le temps scolaire et autour d'une dizaine d'heures de formation. Donc l'objectif étant d'expliquer aux enfants comment fonctionne le numérique, comment fonctionnent les applications qu'ils utilisent au quotidien, leur faire comprendre que ce n'est pas magique et possiblement d'éveiller des vocations pour demain. Et également, comme le disait Valentin, plusieurs cas. Donc, je travaille chez Google dans la partie Google Cloud. J'ai également créé un blog à destination des femmes qui recense des interviews de femmes à titre de rôle modèle, sur tout ce qui va être le quotidien, le sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et vu le contexte, je le précise, puisque ça fait partie de notre quotidien à tous, maman de 3 enfants à temps plein depuis maintenant 3 mois, avec beaucoup de bonheur et une certaine capacité de jongler entre différents sujets au quotidien. Très bien, merci beaucoup Céline. Katia Lenné. Bonjour à toutes et à tous, aussi ravie d'être parmi vous, on va dire, sur le premier événement après le déconfinement de Syntec Numérique et co-organisé par le comité innovation et technologie. Donc, moi, je représente aujourd'hui Syntec Numérique. Je suis administratrice au conseil d'administration, donc élue il y a 2 ans, dans le collège éditeur. Et par ailleurs, je co-préside le comité innovation et technologie de Syntec Numérique qui traite des questions d'innovation, certes, mais aussi les technologies et toutes les questions liées au marché et aux innovations. Également au Syntec Numérique, là aujourd'hui plus précisément, je vais présenter le programme Femmes du numérique pour lequel je suis depuis très peu présidente et que j'ai vraiment l'honneur de pouvoir animer dans les prochaines années. Et comme le disaient justement Céline et Valentin, sur plusieurs casquettes, je suis par ailleurs CEO et cofondatrice d'une société qui s'appelle Quells, qui est éditeur dans le numérique et dans l'IA, puisqu'on fabrique des robots conversationnels. Et par ailleurs, maman de 2 belles filles adolescentes. Là, j'ai un peu plus de chance, mais certes, on a toutes ces casquettes combinées. Merci et je passe la main à Émilie. Bonjour à tous, Émilie Sirvin-Hien, ravie d'être là aussi aujourd'hui. Donc moi, je suis ingénieure de formation et je travaille chez Orange en recherche. Je suis responsable d'un programme de recherche sur l'IA responsable et c'est à ce titre que je participe au collectif Impact IA. Impact IA, c'est une association en fait, d'organisations françaises qui se réunit pour travailler sur l'intelligence artificielle, promouvoir les bonnes pratiques d'une IA inclusive et éthique. Il y a 4 axes dans l'association, donc
des working groups sur un observatoire en fait de l'intelligence artificielle, des usages, un autre axe sur l'IA responsable, un autre axe sur l'IA for good, donc l'utilisation de l'IA pour des causes d'intérêt commun, et également un volet éducation, on pourra revenir sur le sujet tout à l'heure. Et je suis maman de 2 enfants, puisqu'il faut le préciser. Apparemment. Très bien. Donc, merci à toutes les trois. Je suis ravi vraiment de vous accueillir et je suis persuadé, on a pu toucher du doigt lors de nos sessions de préparation, que vous aurez énormément de choses à partager, à nous apprendre. Donc, merci beaucoup. On reviendra d'ailleurs sur les 3 initiatives que vous animez durant ce débat. Alors, pourquoi les femmes et l'IA? On pourrait s'étonner du sujet. Donc, vous êtes assez nombreux connectés aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet. L'idée, c'est d'essayer de voir pourquoi, en fait, est-ce que malheureusement, c'est un sujet et en quoi, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le traiter. Donc, la mixité, c'est un sujet de préoccupation partagé par toute la profession du numérique. Et en fait, le domaine particulier de l'intelligence artificielle, malheureusement, ne fait pas, comment dire, office d'exception à cette problématique. Donc, on va essayer de voir, dans un premier temps, quels sont les constats qu'on peut faire de la situation. Ensuite, nous essayons d'en analyser les causes, c'est-à-dire d'où viennent ces problèmes de mixité dans le numérique en général et dans l'IA en particulier. Surtout avant de s'intéresser aux conséquences, c'est-à-dire quelles sont en fait, pourquoi est-ce que c'est gênant ce problème de mixité dans l'IA, quelles sont les conséquences souvent malheureusement négatives que cela peut avoir. Et puis surtout le gros du débat d'aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter des solutions pour remédier à ce problème. Donc, quels sont les conseils, les recommandations qu'on peut donner aux entreprises et surtout quelles sont les initiatives inspirantes desquelles on peut s'inspirer, voire dans lesquelles on peut s'impliquer. Et donc, on reviendra sur les 3 programmes qui seront présentés par Katia avec Femmes du numérique, par Céline avec Inclusive Coding et par Émilie avec Impact AI. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole peut-être dans un premier temps à Katia, et puis les autres intervenantes compléteront pour faire le constat. Je crois que Katia avait quelques chiffres à partager avec nous. Tout à fait. Déjà, d'une manière générale, même si on le voit tous, les chiffres le confirment évidemment, c'est que d'une part, en France, en Europe et même du point de vue mondial, les femmes représentent très peu sont représentées dans l'IA. Et cela est déjà valable dans le digital. C'est pour ça que le programme Femmes du numérique a été créé. Autant sur la partie digitale en général, dans les métiers de technique, je ne parle pas des métiers support où dans le digital, les femmes sont autour de 25-30% en France. Tout ce qui touche à l'IA, c'est encore plus réduit. On est autour des 10% dans certains groupes métiers. Pour la France, j'ai pas tout de suite un chiffre clé sur l'IA, mais force est de constater, c'est encore plus bas que les 15% qu'on a dans les métiers techniques du digital. Au niveau mondial, moi j'ai des chiffres de grands groupes, ça tourne autour de 10-12% de femmes qui sont dans le code et qui sont des techniciennes de l'IA, qui travaillent vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment, ça c'est le constat. Sur les chiffres, il faut savoir qu'il y a des pays en revanche dans le monde où il y a certainement davantage de femmes ingénieures ou dans le digital technique. C'est par exemple dans certains pays nordiques, on est autour de 20-25, au Danemark même 29%, dans certains pays comme la Russie ou même en Inde davantage. L'Europe de l'Est aussi, on constate plus autour de 30-40%. Tout ça est dû certainement des disparités du système peut-être éducatif et quelques spécificités culturelles un petit peu de chaque pays.
Donc ça, c'est un constat. Et peut-être je passerai la main à Émilie et à Céline, peut-être ils ont Par d'autres contre, informations. Katia, moi, de ce que j'avais noté aussi des chiffres que tu avais partagés, c'est que malheureusement la tendance n'était pas prenait pas une bonne direction, puisque le taux de féminisation, si on parle du numérique en général, avant de creuser le détail particulier de l'IA, ont tendance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à baisser. Je voyais les chiffres que tu donnais aux États-Unis, on est passé de 30 à 20-25%. En France, c'est la même chose. On est passé d'un tiers d'effectifs féminins dans le numérique à aujourd'hui un peu moins de 30. Donc malheureusement, la situation qui n'est pas bonne ne va pas en s'améliorant. Émilie, je crois effectivement avait des éléments complémentaires à partager avec nous sur ce sujet. Oui, bah, j'ai pas forcément de chiffres, mais j'ai vraiment le constat. Par exemple, chez Orange, on a une campagne de recrutement en cours de data scientist pour justement nourrir nos compétences en matière d'intelligence artificielle. Et on a très, très peu de candidatures. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, aujourd'hui, on a un constat qu'on a des difficultés à recruter des femmes. Ça, c'est vraiment un constat opérationnel. Et alors, d'où ça vient, d'après vous? Quels seraient les facteurs qui pourraient expliquer ce manque de mixité dans le numérique en général et dans l'IA en particulier? En fait, dans les candidatures pour les ingénieurs, en fait, la cause, elle vient du fait qu'il n'y a pas de femmes dans les formations, il n'y a pas de femmes qui sont rentrées dans les parcours scolaires. Donc finalement, la cause, elle est très profonde. En fait, elle n'est pas juste au dernier maillon de la chaîne, elle est dans toute de l'école primaire à l'arrivée dans l'entreprise. Effectivement, c'est aussi lié à l'histoire de l'informatique, parce que dans les années 70, il y avait 30% de femmes qui étaient d'ailleurs plutôt des petites mains, des calculatrices, voilà, pour aider les hommes. Et en fait, finalement, quand l'informatique a été valorisée et marketée, en quelque sorte, ça a beaucoup plus attiré les hommes. Et c'est là que l'intervention des femmes a été vraiment en diminuant, jusqu'à arriver à un constat de 10%, 12% aujourd'hui. D'accord. Donc le poids de l'histoire pour l'informatique et le constat plus général d'un manque de féminisation des filières de formation scientifique et technique qui va en étant de plus en plus problématique à mesure qu'on avance en fait dans les sessions. Donc un vrai problème de base et un travail à faire auprès des écoles pour promouvoir le numérique et plus largement les métiers scientifiques et techniques et les carrières qui en découlent auprès des jeunes filles. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans les solutions qui seront développées. Donc bon, ces causes, on voit, elles sont multiples, hein, culturelles, historiques. Quelles sont les conséquences en fait donc en quoi cela pose problème d'avoir si peu de femmes malheureusement dans le numérique en général et dans l'IA en particulier, puisqu'on pourrait se dire bon, ok, c'est un constat, il y a d'autres métiers qui sont très largement sexués dans un sens ou dans l'autre. En quoi est-ce que plus particulièrement dans le numérique et dans l'IA ça pose problème? Je sais pas si Céline ou veut répondre sur le sujet. Céline qui a coupé son micro. Oui, j'ai coupé mon micro, parce que ça reste le matin et la petite est venue me voir, donc je coupe. Effectivement, alors est-ce que ça pose problème? Disons qu'il y a un constat qui est fait, qui est partagé par tous. Tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle est en amélioration forte, enfin en tout cas en termes d'usage et en termes d'utilisation, non pas amélioration, mais utilisation forte avec des croissances majeures et les tendances pour l'avenir vont dans ce sens également. L'impact que ça a aujourd'hui, c'est des biais qui sont causés, non pas de manière volontaire, mais c'est le principe des biais, c'est que ça arrive sans qu'on en ait conscience. Je m'explique, quand un modèle de machine learning est monté par une équipe qui a la même culture, vient des mêmes écoles, pense de manière assez sensiblement pareille, parce que c'est normal, c'est le principe d'une culture commune et d'une vision commune, il va forcément avoir lieu, et de manière complètement indirecte et involontaire, un impact sur la manière dont le modèle et donc les résultats proposés par l'intelligence artificielle sera réalisé. Donc aujourd'hui, il y a des impacts qu'on commence à voir et qui vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que l'usage de l'intelligence artificielle va aller en augmentant, par dès le départ et
et comme le disait Émilie, c'est à la racine que les choses se passent, sur la manière dont les modèles sont conçus. Donc, de dire que la diversité de genre et la diversité dans son entièreté apporte quelque chose de positif à l'IA, oui, car elle apporte quelque chose de positif à la manière dont l'intelligence artificielle est conçue, dont les programmes sont conçus. Car tout ceci, finalement, n'est que des programmes informatiques qui sont conçus par des hommes et des femmes, et le départ, la réflexion, la genèse de la manière dont les choses sont appréhendées impacte les résultats et donc impacte la perception de ce que l'intelligence artificielle va apporter à nos sociétés aujourd'hui ou demain. Donc, on voit un impact. Maintenant, beaucoup de choses sont encore faisables pour effectivement faire bouger les lignes. Et je dirais que moi, à mon sens, je reste très positive. Hein, c'est que déjà, le débat existe, les questions se posent et on est déjà en train d'essayer de trouver des solutions, alors même que l'intelligence artificielle, dans ses usages, n'est qu'au début, quelque part. On n'est pas encore dans des mondes qu'on peut lire dans des romans et autres. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faisables, qui sont envisagées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a conscience qu'il y a déjà des impacts. Et quand je dis on, c'est nous, hommes et femmes, individus, les organisations qui travaillent autour de ces sujets, mais également l'ensemble des organisations qui gravitent autour. On évoquait la formation tout à l'heure. Émilie évoquait à juste titre la difficulté de recruter, qui rejoint la difficulté après de l'impact, hein, puisque si dès le départ, on n'arrive pas à recruter pour développer les modèles, bah forcément, il y a un impact sur l'usage et les résultats des modèles. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des organisations ont conscience de cette situation et essaient d'y remédier. Maintenant, c'est trouver comment pour faire en sorte que les choses puissent changer assez rapidement, parce qu'en revanche, quelque chose dont on est sûr, c'est que les usages de l'intelligence artificielle vont en augmentant et vont en augmentant rapidement. Comme nous dit Céline, effectivement, la première étape pour résoudre un problème, c'est d'identifier et donc de prendre conscience de ces difficultés. Et à juste titre aussi, Céline soulignait que le biais de genre était un des biais, mais qu'il y en avait d'autres. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Émilie, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter une chose. Effectivement, Céline, elle a parlé des biais liés inconscients, en fait, les biais cognitifs liés aux pratiques en fait des personnes. Donc typiquement les hommes inconsciemment, vraiment sans aucune mauvaise intention, vont réaliser des actions sans se rendre compte que ça peut avoir un impact, notamment par rapport au biais de genre. Et en fait, moi ce que je voulais souligner, c'est un autre type de biais, c'est le biais dans les données. Qu'en fait aujourd'hui, on a des jeux de données qui sont utilisés pour alimenter l'IA, qui sont notoirement biaisés, qui manquent de données de genre. Par exemple, la grande base de données d'images qui sert à alimenter toutes les IA de reconnaissance faciale, c'est connu qu'elle manque d'images de femmes, et donc les résultats sont beaucoup moins bons pour les femmes que pour les hommes. Donc c'est un exemple de biais dans les données qui va alimenter les technologies et avoir des conséquences sur la qualité au final. Puisqu'on rappelle, l'IA en fait n'est ni plus ni moins qu'un programme qui est auto-apprenant sur la base d'informations qu'on lui fournit. Donc si le matériau de base qui sont les données sur lesquelles l'algorithme va apprendre est biaisé, bah forcément l'apprentissage lui-même va être biaisé. Et ce que disait Céline, c'est qu'en plus, la manière dont on va apprendre peut être biaisée selon la façon dont on l'a écrit. Katia voulait rajouter également quelque chose sur ce sujet? Tout à fait, mais tu as fait bien la transition puisque justement l'IA comme technologie, c'est celle-là qui a mis en exergue, en évidence vraiment les disparités et les biais qui existent déjà dans la société, hein, parce qu'elle reflète uniquement en termes de données et de création d'algorithmes et de modèles, déjà des modèles qui sont existants dans la société. Et c'est là où ce qui est l'opportunité que l'IA nous présente, de pouvoir même s'en saisir et de très rapidement même travailler pas seulement sur les biais dans l'IA, hein, mais les biais qui existent dans notre société. Donc c'est là où il y a un travail en profondeur qui d'ailleurs sur l'IA, les femmes, mais l'IA et toutes les autres biais qui existent, hein, de mixité ou autres, on se rend social ou sociaux, on se rend compte qu'effectivement on a un travail déjà et déjà une responsabilité, hein, pas seulement un travail, mais une responsabilité nous les faiseurs de solutions auprès de la société elle-même pour pouvoir travailler et trouver des solutions, hein, comment on peut s'occuper. Mais ce n'est pas uniquement, je souhaite souligner, ce n'est pas seulement un travail techno. C'est vraiment un travail même des modèles économiques de nos sociétés, de la manière dont on travaille,
puisque effectivement tout est lié et les impacts en fait ils sont en conséquence comme un effet de domino. Donc effectivement, si on travaille sur une IA plus responsable, plus éthique, on le verra tout à l'heure, il faut aussi qu'on fasse une transformation, un changement plus profond dans la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit, même si on parle vraiment très techno, le dire qu'effectivement la techno, elle est juste le moyen pour arriver à quelque chose et pas l'objectif. Donc, d'où l'importance d'aller, comme le fait Céline ou nous autres, et avoir un impact au niveau de l'emploi, à la formation, et à inspirer vraiment des changements dans la société. Je voulais juste pour faire peut-être une transition ou pas, mais donner un exemple que j'ai trouvé sur l'apprentissage, sur la biaisation des données hommes-femmes, c'est puisque effectivement l'IA, on a deux manières, il y a un apprentissage supervisé et donc machine learning et deep learning non supervisé. Donc du coup, la problématique qui se pose, c'est que lorsqu'on doit apprendre d'une manière ou d'une autre, effectivement les modèles ils travaillent automatiquement. Donc forcément, on va plus rapidement vers un changement, vers un impact négatif. Donc c'est pour ça il faut agir vite, déjà ça. Et deuxième chose, l'exemple que je voulais donner, c'était dans l'apprentissage sur des modèles de reconnaissance de la parole, où au départ, effectivement, les biais étaient imposés, puisque comme c'est des hommes qui travaillent et qui, en fait, il y avait plus d'enregistrement de voix masculine, effectivement, le speech-to-text, les modèles de speech-to-text au départ, il y a quelques années, étaient moins performantes sur des voix plus aiguës de femmes, tout simplement parce qu'en fait, les enregistrements étaient plus, on faisait un apprentissage sur des voix plus graves. Donc, c'est ça l'impact concret aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas retrouver la femme, 50% de la population, exclue de certaines technologies ou avoir accès à certains postes si les données sont biaisées. Très bien. Donc, ce que je retiens, Katia, de ton propos, c'est que l'IA, quelque part, est le révélateur on va dire, peut-être de certains déséquilibres ou certains problèmes profonds de notre société. Donc, l'IA, quelque part, met en exergue de manière peut-être plus voyante ce qui va pas forcément bien dans notre société, notamment, comme tu l'expliquais, puisque la machine apprend très, très vite. Et donc, du coup, il y a un effet amplificateur des biais qui sont peut-être à l'origine minime, mais qui, au bout d'un certain nombre de cycles, deviennent extrêmement importants. On avait une question d'ailleurs qu'on peut prendre maintenant de la part de Sandrine, qui vous demandait, mesdames, ce que vous pensiez des femmes en reconversion passées par divers dispositifs pour former en fait des personnes en conversion, et en particulier des femmes dans le numérique en général et sur les sujets de l'IA en particulier. Donc, est-ce que ça fait partie des bonnes solutions avant qu'on développe les initiatives sur lesquelles justement vous travaillez? Moi, je dirais que oui, toutes les bonnes solutions, enfin toutes les solutions sont bonnes à prendre en fait. Tout ce qui peut éveiller, motiver les femmes, les intéresser à venir postuler dans ces métiers, c'est bon à prendre. Complètement d'accord avec Émilie. Et j'ajouterais même un point, c'est qu'on parlait tout à l'heure de diversité et d'impact important que ça a sur le développement des modèles et donc in fine sur les résultats et l'impact sur la société. Moi, ce que je vois et qui à mon sens est crucial, c'est que quand on est en reconversion, qu'on soit un homme ou une femme par ailleurs, mais on a fait d'autres choses. Le principe de la reconversion, c'est qu'on a conscience, enfin on a envie de changer, on a envie, ou d'ailleurs on n'en a pas envie, mais bon, en tout cas on doit changer. Et donc de fait, on a fait d'autres choses avant, on vient d'un milieu différent, d'un milieu professionnel différent. Et là aussi, ça peut apporter quelque chose d'extrêmement intéressant avec des points de vue qui vont être complémentaires par rapport à des personnes qui vont avoir fait la formation classique, avec beaucoup de guillemets, Et du coup, ça apporte là aussi des points de vue qui vont être extrêmement importants, parce qu'apporter des éléments et des visions qui vont pas être naturelles pour certains, et c'est tout l'objet et tout la magie, entre guillemets, c'est pas le terme, mais en tout cas l'impact positif de travailler avec des équipes vraiment avec des personnes différentes. Et c'est que quelque part, la complémentarité se fait, et donc on est à peu près sûr de plus couvrir un spectre large, parce qu'on se
sera poser des questions différentes, le tout étant après d'être en mesure de construire des équipes où les uns et les autres sont respectés. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être en reconversion peut peut-être avoir un sentiment de légitimité par rapport à d'autres qui ont suivi, entre guillemets, une voie royale. Alors, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas ma caméra. Mais en tout cas, d'avoir la capacité pour tout le monde d'accepter, d'écouter les points de vue qui peuvent être différents et de considérer qu'ils sont différents, mais ils ne sont pas moins bien ni mieux. Ils sont différents et qu'il faut les intégrer comme tels et que s'ils existent, c'est qu'il faut les entendre. Donc, moi, personnellement, je trouve que la reconversion, c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet de fond particulièrement aujourd'hui parce que les métiers du numérique sont en tension. Il y a énormément d'offres d'emploi et il y a finalement pas assez de compétences et de profils de personnes qui ont les compétences aujourd'hui pour y rentrer. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tous ces métiers sont nouveaux. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, d'historique et il n'y a pas de parcours qui fait qu'on y arrive mieux puisque tout est nouveau et demain, ça sera encore plus. Donc, c'est aussi le moment, entre guillemets, intéressant pour apporter quelque chose parce qu'il n'y a pas d'historique. Et notamment dans l'IA où tout est en train de se construire. Donc, bien sûr, mesdames, messieurs en reconversion, tournez-vous vers le numérique, on prend. Le message est bien passé, merci beaucoup Céline. Donc je note la diversité comme source de richesse et la reconversion étant en fait un des viviers de cette diversité puisque on arrive fort de ces expériences et de ces compétences et de ces connaissances acquises dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines qui vont venir enrichir en fait on va dire le patrimoine de connaissances et de compétences du secteur numérique. Très bien. Katia voulait rajouter un point d'ailleurs. Le point de la reconversion, c'est d'ailleurs central pour le programme Femmes du numérique dont on va parler tout à l'heure. Et merci pour Sandrine pour cette question parce que effectivement, ça démontre effectivement l'importance du travail qu'on peut mener ensemble sur cette question. Et un point supplémentaire sur la reconversion, moi, je voulais porter un regard aussi de femmes entrepreneurs et vraiment de soulever cette question et de dire comment c'est important déjà qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs tout court dans le digital et dans l'IA. Donc, si on prend les trois en cascade, c'est important. Pourquoi? Parce que certes, il y a besoin de femmes sur le métier technique, mais il y a besoin aussi de femmes sur le business, tout simplement parce que, comme tu le disais, Céline, il y a un autre regard déjà par ailleurs si on vient sur la question de la reconversion, mais cela est valable aussi de point de vue création de valeur, création de produits, de services, la manière dont on peut créer des valeurs supplémentaires en créant des entreprises ou pourquoi pas, ou des entrepreneuriats, pas forcément des entrepreneurs avec une entreprise à soi. Donc, il y a des solutions. Donc, moi, je soulève cette question d'entrepreneur IA qui est pas facile, mais encore une fois, sur les trois en cascade, je pense qu'on pourra, comme ça, on aura suscité des vocations aussi. Donc, mesdames, lancez-vous et osez créer vos boîtes ou vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est vrai que beaucoup d'études en fait montrent que les entreprises gérées par les femmes, généralement ont des performances économiques et également sociales à l'intérieur de l'entreprise qui sont bien supérieures aux entreprises qui sont dirigées par des hommes. Malheureusement, quand on regarde les constitutions des directoires ou conseils d'administration en France, on se rend compte que on est encore très loin d'une mixité, puisque dans le CAC 40, il y avait une seule femme dirigeante qui aujourd'hui n'est plus à la tête de l'entreprise, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Avant de passer au développement de des solutions à travers les différents programmes que vous organisez, je voudrais revenir sur en quoi ça pose problème de pas avoir suffisamment de femmes dans l'IA. On a vu d'où ça venait, mais concrètement, quels sont les effets négatifs de ce manque de femmes dans l'IA? On a parlé de stéréotypes ou de biais, mais quels sont du coup les effets négatifs de ces biais? Est-ce qu'on est sur de l'exclusion, Émilie? Moi, je peux juste donner un autre exemple, c'est que l'IA se base
alors pour certains systèmes, notamment de recommandation par exemple, se basent sur le passé pour prévenir le futur ou pour prendre des actions. Et donc systématiquement, si il y a des différences, des différences dans le passé, elles vont être reproduites dans le futur. Donc un exemple, par exemple sur les systèmes de recrutement, de recommandation de postes, en fait, il y a des exemples en fait d'inégalités qui ont été découvertes en fait parce que les systèmes proposaient pas du tout les mêmes postes pour les hommes que pour les femmes, tout simplement parce qu'il y avait un historique où les femmes n'osaient pas postuler pour des postes plus prestigieux, mieux rémunérés, et donc en fait le système avait simplement conclu que les femmes n'étaient pas intéressées par ce type de poste. Et donc en fait c'est aussi des différences sociales qui ont des impacts négatifs. Et aujourd'hui, il y a plein de travaux pour essayer de corriger ces biais, de remettre de l'équité dans les systèmes, mais c'est quand même encore un champ de recherche compliqué. Si je pourrais rajouter par rapport à ce qu'Émilie évoquait, ces billets-là, en fait, représentent un réel danger et pour creuser les inégalités qui existent déjà. Donc, si on continue effectivement, et comme on disait tout à l'heure, ça amplifie puisque ça apprend vite, et en fait, on va perpétuer des modèles qui ne correspondent pas à la réalité, évidemment, puisque ce sont des réalités parfois économiques et de récolte de données. Donc, il faut qu'on travaille aussi dans les données d'input pour peut-être travailler les manières dont on récolte les data. D'où l'importance des data scientists, d'où l'importance aussi d'avoir des formations spécifiques sur les questions, pas seulement les formations auprès des jeunes filles et des femmes, mais aussi des formations auprès du métier, du digital en général, et même pas seulement du digital, mais de tous les postes dans l'entreprise. On doit être sensibilisé, donc il faut vraiment infuser culturellement dans l'entreprise l'importance de la donnée et pourquoi c'est important, comment il faut la travailler, puisque la donnée, elle démarre pas forcément par les data scientists, ça démarre par les métiers. Donc il faut absolument qu'on ne focalise pas en fait la problématique des données et des inégalités et des biais seulement sur les métiers IA, évidemment, puisqu'ils sont au service des métiers et de nos entreprises. Donc, il faut absolument avoir culturellement, plutôt une culture IA au sein de l'entreprise, juste pour informer. Et lorsqu'on est informé, en fait, on aura effectué un grand pas. Très bien. Donc, éviter en fait que les résultats et les productions de l'IA ne soient biaisés et avec des résultats qui creuseraient les inégalités. On l'a vu pour l'accès à l'emploi, par exemple, comme l'expliquait Émilie, et donc faire en sorte que pourquoi est-ce que il faut plus de féminisation, c'est pour que l'IA soit plus performante et en fait qu'on gagne et qu'on développe une confiance dans cette technologie si on veut qu'elle continue à se développer. Est-ce que Céline peut-être aura un autre exemple concret malheureusement des conséquences négatives que peut avoir ce manque de mixité dans l'IA avant que de passer aux solutions? À mon sens, les exemples partagés sont intéressants. Après, il peut y avoir un exemple, donc là, il y a des exemples, entre guillemets, directs d'impact de résultats qu'on partage. Et Katia revenait sur la nécessité dans les organisations d'avoir une approche un peu globale autour de l'IA. Effectivement, la source des données est clé. À la rigueur, peut-être un troisième exemple qui est peut-être plus de moyen terme, c'est on évoquait tout ce qui est autour de la reconversion, de la formation pour les métiers, et donc pour le recrutement et de fait pour arriver à de la diversité. Émilie revenait tout à l'heure sur l'histoire de l'informatique et le fait que dans les années 60-70, il y avait plus de femmes dans l'informatique qu'aujourd'hui. L'un des dangers, en tout cas l'un des risques qui peut exister, c'est que ces métiers se féminisent parce que quelque part, dès le départ, c'est-à-dire maintenant, on n'aura pas pris les bonnes décisions et réussi à mettre en place, et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais réussir à mettre en place les bons processus et les bonnes organisations pour que les femmes rejoignent ces formations. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une logique de j'ai peur, de c'est pas pour moi, et qui se met en place de manière assez psychologique complète et peu exprimée finalement, où il devient de plus en plus difficile
de mettre en place des vraies politiques de diversité et de mixité de genre, parce que il y a un espèce de cap psychologique qui a été installé et contre lequel il est extrêmement difficile d'aller. Donc, je dirais que le risque que je vois, c'est une question de temps. C'est que si des choses ne sont pas faites assez vite pour élargir les ressources et les compétences pour ouvrir la mixité de genre, on aura de plus en plus de mal à le faire. Et quand je dis on, c'est nous tous en tant qu'individus, citoyens, sociétés, organisations, etc. Très bien, merci beaucoup pour ces partages, mesdames. Alors ça réagit pas mal hein, sur le chat avec beaucoup de personnes qui sont en phase avec vous, donc tant mieux. Effectivement, la nécessité pour l'IA d'être digne de confiance et donc du coup d'éviter un certain nombre de biais. On y reviendra d'ailleurs en fin de table ronde puisqu'on a un certain nombre de choses à partager avec vous sur ce sujet-là. Et puis comme le soulignait Katia, la formation, l'information et la formation qui sont vraiment des éléments clés et qui doivent être pris en compte. Donc la transition est toute trouvée d'ailleurs, Katia, puisque en tant que présidente de Femmes du numérique, que connaît bien Céline aussi, puisque Céline est la déléguée Île-de-France du programme. Je ne sais pas si elle l'a dit parmi ses nombreuses casquettes tout à l'heure. Non, j'ai oublié. Merci de le rappeler. J'ai oublié. Donc on a l'équipe de choc de Femmes du numérique. Enfin, on a 2 représentantes, mais vous êtes beaucoup plus nombreuses à travailler sur le sujet. Donc Katia, en fait, vous êtes vraiment emparée à travers le programme Femmes du numérique de cette problématique d'information, de formation des femmes. Et donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du programme, nous expliquer ce que vous faites, les résultats obtenus et en quoi ça peut aider, notamment l'IA, justement, à plus se diversifier? Oui, tout à fait. Donc, le programme Femmes de numérique existe depuis plusieurs années au sein de Syntec Numérique. Au départ, c'était une commission et par la suite, ça a pris vraiment une ampleur assez importante et avec une notoriété. Donc, le programme est né. On essaye de rassembler et d'être le porte-parole de Syntec et sur ces questions-là de diversité et de la place de la femme dans les métiers du digital, puisqu'on a souligné au début l'importance et pourquoi c'est encore plus crucial et même là c'est critique carrément puisqu'on est en baisse des chiffres. Cela reste un challenge, donc on travaille sur plusieurs axes. Déjà, pouvoir représenter les femmes, certes, mais on travaille sur une implémentation régionale. C'est très important, les délégués régionales des femmes numériques, puisque le tissu économique français est très important en région et on est très actif. En fait, chaque cluster ou chaque représentation régionale organisent des événements, ils sont très actifs pour justement avoir un impact local. Et évidemment, on organise des événements, on a des différentes initiatives. Il ne faut pas oublier qu'au départ, notre Femme du numérique, le programme est partenaire de Social Builder. Et Social Builder, en fait, s'occupe de la reconversion des femmes, justement. On y revient de différents métiers. Donc, le rôle qu'on a effectivement à aller chercher de la valeur auprès de ces femmes-là, peut-être qui sont en recherche de changer de voie et les rediriger vers le numérique. Il y a eu de très belles initiatives qu'on a menées avec Social Builder, notamment une l'année dernière. On a initié un manifeste, je vais juste, pour ne pas dire des bêtises, oui, le manifeste de la reconversion des femmes, et on a fait signer, on est autour de 130, 140 entreprises. Je pense que d'ici la fin de l'année, on attend 200 entreprises. Notre objectif est en tout cas atteindre 200 entreprises qui ont signé ce manifeste et pacte d'avoir plusieurs des entreprises qui actions à recruter. Ils s'engagent à recruter ou à faire en sorte que la reconversion des femmes soit un de leurs actes en interne. Et d'ailleurs, je ne sais pas de quel domaine sont les personnes qui sont présentes au webinaire, mais si vos entreprises ne sont pas encore signataires, moi je pense qu'on pourrait même
envoyer ou vous retrouverez le manifeste sur le site de Syntec et faire en sorte que chez vous, on puisse avoir aussi la participation de plus d'entreprises possibles, puisque c'est comme ça aussi que ça se diffuse, ce programme-là, puisque vous êtes, mesdames et messieurs, des porte-parole au quotidien de nos actions. On organise également des différents webinaires et after-work thématiques. Je pourrais citer celui qui vient là prochainement le 23 juin et je vous invite à vous inscrire puisque ce sont des after-work thématiques et celui-ci qui vient le 23 juin est sur la cybersécurité. Donc vraiment, on n'est pas seulement sur la cause de la femme, évidemment, hein, on est dans un métier de numérique, donc on combine les thématiques, les verticales avec voilà, notre engagement sur le thème de la place de la femme. Très bien, merci beaucoup Katia. Je l'ai mis, hein, donc je partagerai la présentation, le lien sur l'image qui illustre cette initiative Femmes du numérique, qui est une très très belle initiative. Vous êtes nombreuses en plus à vous mobiliser, donc bravo. Le lien en fait sur si je pourrais rajouter une dernière chose, excuse-moi Valentin. D'accéder au Twitter, donc c'est là où vous retrouverez le manifeste, les différents événements. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller voir le sujet et le site. Caroline Fouquet, d'ailleurs, notre déléguée com à Syntec Numérique, nous a transmis le lien pour pouvoir aller voir ce manifeste pour la reconversion des femmes dans le numérique. Katia voulait rajouter un point. Mais tu viens de le dire, donc moi je disais juste qu'il y a un livre blanc qui va en sortir, j'ai bien compris, suite à ce manifeste sur la reconversion. Bien, donc encore beaucoup de choses à venir par la suite. Merci beaucoup Katia. Céline voulait nous présenter avec l'une de ses casquettes l'initiative Inclusive Coding, pardonnez-moi, donc qui est un moyen de lutter contre les biais là on parle du biais de genre, hein, qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais de ce que j'ai cru comprendre, l'initiative va un petit peu plus loin puisqu'elle permet de traiter d'autres biais peut-être. Donc si tu peux nous présenter l'initiative et puis ce que vous faites et les résultats obtenus. Bien sûr, merci pour cette présentation. Alors, Inclusive Coding, c'est une association que j'ai créée il y a 3 ans. Donc, on est une dizaine maintenant dans cette association en tant que bénévole. Et donc, l'objectif, c'est de travailler en partenariat avec les écoles élémentaires et l'école publique élémentaire sur le temps scolaire. Parce qu'en fait, il faut savoir, et pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de mettre en place un certain nombre de processus en place pour que les lignes bougent et notamment la formation s'ouvre aux femmes, en tout cas les femmes aillent dans les formations, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Tout ce qui est algorithmie est au programme scolaire en élémentaire depuis plusieurs années maintenant. Sauf qu'en fait, c'est peu enseigné. Et pourquoi? Parce que les enseignants sont peu formés, sinon pas formés. Et tout ça sans aucune critique, bien sûr, de ma part, mais par manque de temps et par manque de capacité de formation. Donc, la boucle se boucle. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Et encore une fois, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question d'évolution rapide des choses. Donc, forte de ce constat, donc, étant moi-même, comme je le disais, maman d'enfants scolarisés en élémentaire, en fait, j'ai fait une session il y a 3 ans et c'est là où l'idée de l'association est sortie parce que donc, avec ma casquette professionnelle côté Google, au mois de juin, tous les ans, les collaborateurs peuvent aller passer du temps. Ils peuvent le faire toute l'année, mais là, c'est vraiment exacerbé avec des associations. Et en fait, on s'était dit qu'on allait essayer d'aller dans des écoles pour sensibiliser les élèves à la programmation informatique sur Scratch. Et donc, on a fait ça dans l'école de mes enfants, c'était plus simple parce que là aussi on est dans l'humain. Et en fait, on était tous extrêmement positivement surpris de la capacité d'apprentissage des enfants sur ces sujets-là, qui sont des sujets compliqués quand même si les applis sont bien faites, et notamment d'élèves en difficulté scolaire. C'est-à-dire d'élèves en difficulté d'apprentissage qui étaient déjà, malgré leur jeune âge, en échec scolaire, et notamment et je pense que ça, moi personnellement, ça m'a marqué à vie, un enfant qui n'arrivait pas à apprendre à lire et qui a complètement explosé les jeux sur Scratch. Et les enseignants étaient extrêmement surpris en nous disant « mais j'ai jamais vu ça fait 2 ans qu'il n'y arrive pas ». Et donc, avec tout ce que ça implique de
confiance en soi, etc., etc. Et donc, du coup, de cet après-midi, en fait, et de voir cet élève en forte difficulté, finalement, exploser et réussir quelque chose auquel il n'était pas habitué, en fait, par rapport notamment à ses camarades, je me suis dit qu'on pouvait effectivement monter cette association sur le temps scolaire. Donc, c'est 10 heures par an, par classe, avec des professionnels de la pédagogie autour de la programmation informatique, du CP au CM2. Donc, les enseignants sont dans la classe et on y tient beaucoup parce que c'est l'école. Donc, si l'enseignant n'est pas dans la classe, c'est différent pour les élèves. Donc, quand le maître ou la maîtresse est dans la classe, ils apprennent, ils sont concentrés, c'est l'école, quoi. Et on a développé une pédagogie avec les responsables pédagogiques de l'association qui est principalement déconnectée et principalement tournée vers le jeu et la manipulation. Parce que CP, CM2, en gros, les tranches d'âge, c'est 7-12 ans. Et il est hors de question, déontologiquement, de mettre des élèves pendant 1 heure, 1 heure et demie par semaine, donc la durée de l'atelier, devant un écran. Ça, c'est pas possible, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend, puis ils sont petits, donc il y a des sujets de risque d'exposition aux écrans dont on est conscient. Donc, on a développé, les responsables pédagogiques ont développé tout un apprentissage avec le jeu, avec la manipulation, en groupe, parce que par le biais de ce projet, on apprend aussi aux élèves à travailler en groupe, à travailler en atelier, à travailler en équipe, donc à échanger, donc tout ce qu'on disait tout à l'heure, la logique d'échange, de respecter l'opinion de l'autre, même si on ne la partage pas, parce qu'on n'est pas fait du même bois. Et donc, depuis 3 ans, on intervient maintenant dans 6 écoles. Donc, le focus également, j'ai oublié de le préciser, comme tu le disais tout à l'heure, Valentin, c'est pas que, c'est dans les écoles en REP plus, donc dans les écoles avec une proportion d'élèves en difficulté, ou en tout cas issus de la mixité sociale très forte. Et ça fait vraiment partie des sujets qui sont très importants pour nous, parce qu'on estime aussi que l'école peut jouer, moi j'y crois encore, son rôle d'ascenseur social et de permettre à ces élèves issus de minorités, ou en tout cas de franges de la population moins privilégiée, de pouvoir apprendre et de pouvoir rentrer dans ces milieux du numérique qui, comme on le disait tout à l'heure, sont nouveaux. Donc, il y a encore un champ des possibles qui est majeur parce qu'il y a moins d'historique que dans certains autres métiers qui sont peut-être plus figés par l'histoire, et encore une fois, sans aucune critique. Donc, du coup, forte mixité sociale, évidemment filles et garçons, puisque c'est l'école, et c'était très important de notre part que ce soit en classe, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Et dans les classes, il y a autant de filles que de garçons. Prise de parole, apprentissage, etc. Et donc, depuis 3 ans, on a formé plus de 1000 élèves du CP au CM2. Ce qui est intéressant, c'est que les 6 écoles avec qui on travaille démarrent souvent avec 1, 2, 3 classes. Et en fait, l'année d'après, il y a toute l'école qui vient parce que les enseignants se parlent entre eux et puis ça marche et les élèves sont contents. Et les enseignants comprennent l'importance pour les élèves d'apprendre ça et comprennent aussi, ils le savent, qu'eux n'ont pas les moyens humains ou technologiques. Alors, certains l'ont par curiosité personnelle, mais ce n'est pas la majorité. Et nous, on arrive avec une solution clé en main et une solution qui est adaptée aux âges. Et beaucoup parce qu'on a fait très, très attention à l'exposition aux écrans et également l'apprentissage de la collaboration. Donc, un succès intéressant. Bon, évidemment, depuis 3 mois, tout est arrêté. Mais on reprendra l'année prochaine, en tout cas, on espère. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On travaille avec beaucoup d'organisations du numérique parce que tout ça, ce n'est pas gratuit. Les responsables pédagogiques, c'est une partie de leur métier. Elles en vivent. Et pour moi, c'était très important que les personnes qui font ces ateliers soient rémunérées parce qu'il y a une logique d'engagement. Et le bénévolat, au bout d'un moment, peut atteindre ses limites parce que si on a une obligation professionnelle, par exemple, on peut annuler sa participation à l'atelier, sauf qu'en face, c'est l'école et qu'on ne peut pas annuler une participation en dernière minute quand il y a une classe qui nous attend. Donc, l'association rémunère les responsables pédagogiques. Donc, on travaille de commun avec un certain nombre d'organisations de la tech. Donc, là aussi, avis aux personnes connectées, si vous souhaitez que votre organisation contribue à ce projet, je suis évidemment à votre disposition. Et donc, voilà, avec des résultats intéressants. Et sur le site de l'association, il y a le site web, il y a des vidéos qu'on a tournées l'année dernière. Et il y en a notamment une où il y a quelques élèves de CM2 qui s'expriment, des filles, et il y en a une qui dit moi, je veux faire développeur informatique quand je serai plus grande. Et je me dis, si sur cette classe de 25 élèves, il y en a une qui dit ça à 12 ans, c'est quelque part, on a réussi notre pari.
Très très belle initiative, Céline. Donc merci beaucoup. Et puis appel au mécénat, hein, donc pour soutenir l'association. C'est vrai que c'est une question que j'avais pas posée en préparation. Est-ce que ces interventions que vous faites en classe, puisque l'association donc est présidée par vous, est-ce que vous arrivez à aller au-delà du territoire francilien, ou est-ce que voilà, vous êtes contraint malheureusement encore sur ce territoire? Et imaginons que des participants autour de la table sont intéressés pour relayer, pour essayer de développer ça, elles peuvent vous contacter pour démultiplier ce type de projet un peu partout en France? Oui, tout à fait. Alors, très bonne question et merci de la poser. Alors, effectivement, oui. Donc, je ne vous aurais pas fait la même réponse l'année dernière parce que comme c'est l'école, on a voulu y aller par étapes. Donc, vraiment dans une logique très qualitative parce que, voilà, on ne rigole pas avec l'école. Donc, on s'est concentré sur Paris. Bon, moi, je suis parisienne, hein, donc on s'est concentré sur 17, 18, 19e avec les écoles en bordure de périphérique qui sont celles qui sont plus forte mixité sociale. Et là, effectivement, pour l'année prochaine, on souhaite se développer en région avec une plateforme qu'on est en train de mettre en place où les contenus seront disponibles et les responsables pédagogiques qui sont prêtes maintenant parce qu'après, c'est leur bébé. Voilà, il y a toute une logique, une dimension psychologique à travailler aussi là-dessus, à former pour pouvoir passer à l'échelle. Donc, on a le modèle, on a la plateforme qui est en train d'être développée. Maintenant, le sujet, c'est qui forme. Parce qu'il faut des gens qui soient… En fait, il ne faut pas forcément des professionnels de la tech, mais c'est de la pédagogie et c'est de la pédagogie auprès d'enfants. Donc, il faut des gens qui soient en mesure de faire ça, et c'est un métier, ça s'apprend. Et également des gens qui soient disponibles. C'est-à-dire que si je m'engage sur un trimestre, une année, à être présent dans une école, je vais au bout. Et ça fait partie de nos critères obligatoires, entre guillemets, parce qu'encore une fois, on ne rigole pas avec l'école. Merci beaucoup, Philippe. Beaucoup de réactions sur le chat qui salue l'initiative, qui insiste sur le fait que c'est, l'angle pris est le bon, puisque si on veut faire changer les mentalités, ça se travaille dès le départ, dès le plus jeune âge. Donc travailler auprès de ces jeunes semble la meilleure solution pour pouvoir parvenir à casser en fait ces stéréotypes qui malheureusement sont souvent de manière inconsciente encore diffusés dans l'esprit de nos jeunes et qu'on retrouve plus tard avec les conséquences qu'on a évoquées en début de débat. Donc le numérique comme ascenseur social, parce qu'effectivement les success stories des businessmen et women ont quand même moins de chances de se faire dans l'industrie que dans l'industrie de la tech, que dans les entreprises de la tech. Donc voilà, mesdames et messieurs aussi, la tech est on va dire pas le nouvel Eldorado, mais en tout cas là où on peut changer. Ce qui m'amène tout naturellement à donc Émilie pour la présentation de la 3e initiative, puisque donc Émilie est très impliquée dans Impact AI, pour nous expliquer rapidement ce qu'est Impact AI, et en particulier d'ailleurs sur le groupe de travail IA responsable sur lequel elle est très active. Effectivement, en fait, donc le collectif Impact AI que j'ai présenté donc a organisé en 2020 toute une série de workshops en fait pour partager en fait les expériences entre les partenaires. Donc on a bien sûr échangé sur les constats qu'on a présentés tout à l'heure et également sur nos bonnes pratiques, nos manières de nous organiser et sur des initiatives. Et au niveau des entreprises, en fait, les actions en fait sont réparties sur énormément en fait de fonctions. Il y a les fonctions principales au niveau des ressources humaines, de la communication, des formations pour engager les salariés sur la sensibilisation aux biais, aux discriminations. Et c'est finalement toute l'organisation des entreprises autour d'une gouvernance de l'intelligence artificielle qu'il faut mettre en place pour promouvoir, pour réussir à avoir une IA de confiance et responsable. Et d'ailleurs, en fait, on est en train de rédiger en fait un livre blanc recensant un peu donc toute cette logique et ces bonnes pratiques, qui sera normalement publié à la rentrée ou en fin d'année. Et également, il y a un certain nombre d'actions des partenaires en fait que je vais citer là, qu'on essaye de promouvoir. Et en fait, c'est vraiment une démarche collective pour engager les entreprises vers des bonnes pratiques et donc voilà, dans l'objectif d'une IA inclusive. Donc par exemple, il y a l'initiative d'Orange avec
Arborus, qui a publié une charte internationale pour une IA inclusive. Et donc, il y a aussi d'autres entreprises. Hein, et vraiment, l'initiative, elle est ouverte à toutes les entreprises qui veulent s'y intéresser et s'engager. Donc, ça comprend différents engagements, de la promotion de la mixité dans les équipes au niveau des recrutements, à toute la vigilance sur les biais, à tous les éléments de la chaîne de valeur de construction d'une brique d'intelligence artificielle. Il y a également le collectif Cercle Interel, par exemple, qui réunit aussi plusieurs entreprises, plusieurs acteurs, qui a publié des recommandations pour une IA non sexiste. Il y a également un pacte IA publié par le Labo de l'égalité, il y a Microsoft et l'école Simplon, où il y a également Renault et Engie qui ont annoncé participer à ce pacte. Donc, c'est également par l'organisation d'événements de communication, en fait, que toutes ces initiatives, cette promotion est réalisée. On peut citer par exemple l'événement Exploria qui vient de se terminer, qui était fin mai, début juin, où il y a eu toute une série de webinaires qui ont été organisés. On a pris le sujet de l'intelligence artificielle à différents niveaux. Hein. C'était d'abord, c'était aussi bien expliciter qu'est-ce que c'est, démystifier les peurs, donner des idées d'usage, et puis également justement communiquer sur les risques de biais, de discrimination, et sur toutes les initiatives que les entreprises déployaient pour lutter contre ça. Donc également un volet, il y avait également des webinaires à destination d'étudiants. Donc c'était pas que les entreprises, c'était aussi les jeunes. Il y avait aussi des présentations de solutions techniques justement pour des outils pour améliorer la qualité des solutions techniques. Donc vraiment des initiatives à différents niveaux. Et en fait, je vais rajouter une casquette que j'ai mentionnée très rapidement, mais je travaille également en recherche. Et je voulais aussi mentionner en fait un projet collaboratif européen qui s'appelle AI4UU, dont l'objectif c'est vraiment de développer des plateformes techniques à la base pour avoir une intelligence artificielle performante en Europe, où il y a également tout un volet sur l'IA et les genres et la mise en avant de femmes en recherche brillantes et en intelligence artificielle. Et voilà, je voulais juste dire aussi que la recherche pouvait être un moteur aussi de promotion en fait pour les femmes, enfin pour intéresser et motiver les femmes à rejoindre ces métiers. Très bien. Merci beaucoup Céline. Bravo également pour tout ça. Donc un domaine de sujet couvert très large. Et puis en fait ce qu'on disait également en préparant cette table ronde, c'est que le fait de travailler sur la mixité dans l'IA en fait s'inscrivait dans une démarche plus large, comme tu viens de l'expliquer, sur la baisse des biais, puisque le biais de genre est un biais parmi d'autres, et que tout ça au final ça posait une question éthique. C'était d'ailleurs un des points qui était soulevé par une des participantes en début d'intervenant. Et voilà, si on voulait une IA qui soit, comme tu l'as dit, plus partagée et qui fasse moins peur, faut démystifier, faut expliquer, faut accompagner. Donc vos trois initiatives, mesdames, s'inscrivent parfaitement dans cette démarche-là, de même que ces petits déjeuners IA de Syntec numérique qui sont là pour expliquer ce que c'est l'IA, et puis qu'on arrête d'en avoir peur en expliquant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, enlever un peu ces craintes qui peuvent exister. Donc l'axe, et on voit bien que la question du genre est un axe particulier, mais l'axe de l'éthique pour avoir confiance en l'IA est vraiment quelque chose qui est clé, et ce sera d'ailleurs l'objet de futurs rendez-vous du petit déjeuner. On arrive à 9h30, donc on est quasiment dans les temps. J'invite tous les participants, si ce n'est déjà fait, à poser leurs questions sur la plateforme. J'ai deux questions très pratico-pratique. Alors la première, c'était, on va revenir un petit peu en arrière, c'était de savoir si le fait, on va dire, le taux de désertion des femmes dans le secteur de la technologie et du numérique en particulier était toujours aussi important, puisque visiblement il semblerait que plus de 40% des femmes quittent le secteur de la technologie au bout de 10 ans. Donc là on prend un petit pas de recul. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté aussi? Et puis
surtout, est-ce que au-delà de l'action, on va dire, de faire venir les femmes dans la tech, hein, vous avez à travers Katia, Céline ou Émilie présenté des initiatives pour attirer les jeunes filles dans le secteur. Les attirer, c'est bien, les fidéliser, les garder, c'est mieux, puisque sinon c'est une course sans fin. Est-ce que vous avez une vue sur justement ce phénomène? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est en décroissance, ou est-ce qu'au contraire il s'amplifie? Et éventuellement, quelles seraient les pistes d'action qu'on pourrait avoir pour faire en sorte qu'une fois qu'on a réussi à les attirer, on garde les femmes dans le secteur du numérique en général et de l'IA en particulier? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être une piste oui, fidéliser, c'est certainement une bonne chose, évidemment. Je ne dispose pas, je n'ai pas fait des recherches sur est-ce que plusieurs années après dans la tech, on quitte le domaine, mais la fidélisation passe aussi par comment on fait travailler les femmes sur quel sujet. Et effectivement, donner plus de responsabilités, mais ça ne revient pas seulement d'agir sur l'IA, hein, ça revient d'agir sur comment on structure une entreprise, comment on structure les équipes et comment on s'organise. Donc c'est plus un schéma économique ou même d'organisation qui est mis en avant. Donc les femmes effectivement apportent beaucoup de valeur. Donc, pour moi, c'est important de les mettre en avant. Pas forcément faire de la discrimination positive, mais pour chaque poste qui se présente, avoir obligatoirement aussi des femmes que des hommes, et pas avoir uniquement des réflexes de proposer dans la promotion des hommes. Il y a beaucoup d'initiatives, hein, grande entreprise dans ce sens-là. Il faut voir aussi dans le secteur public, hein, puisqu'on parle là, on est peut-être un secteur privé, mais dans le secteur public, on a de quoi aussi agir sur la place de la femme et sur spécifiquement le domaine qui nous préoccupe. Donc une problématique de management, hein, comme le souligne d'ailleurs Gaël dans le chat, et puis une problématique aussi peut-être de rôle modèle, puisque je sais que certaines de vous trois travaillent sur cette question-là, de mettre en avant en fait des success stories et puis des femmes brillantes sur le sujet qui ont réussi pour montrer que voilà que c'est possible. Une autre question sur une proposition, tiens, de la part de Anne à Syntec Numérique pour envisager une action de plus grande ampleur en concevant par exemple une émission télévision pour montrer justement les rôles modèles dont on parlait. Donc ça pourrait être bien. On le faisait sur certains secteurs, mais idée à creuser qu'on note. Merci beaucoup Anne pour la proposition. Et puis voilà, Céline qui nous précise que beaucoup de femmes rejoignent des DSI en entreprise, donc qui quittent officiellement l'entreprise caractérisée IT, mais qui continuent à travailler sur l'IT. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières en fait de travailler dans le numérique et pas uniquement en étant tagué IT. Voilà, je sais pas si vous avez des éléments particuliers à rajouter, sinon ça va être le moment pour moi de peut-être de vous donner le mot de la fin, un petit mot de conclusion sur ces échanges que j'ai trouvé très riches. Je vous remercie vraiment beaucoup toutes les trois pour ces échanges. Donc on peut refaire un petit tour de table pour on va dire le petit mot de la fin sur ces sujets-là. On peut commencer par Céline. Voilà, j'étais repassée en mute. Déjà merci. En toute chose, pour la qualité de cet échange, le temps de préparation en amont très apprécié, les éléments dans le chat qui montrent que j'en doutais pas, mais ça fait plaisir de voir que après ces 3 mois étranges, le sujet est toujours d'actualité, voire peut-être même plus, hein, parce que je lisais les commentaires. Effectivement, je pense que la crise du Covid a malgré tout fait sortir un certain nombre de sujets autour du numérique et de l'éducation. Je pense qu'on l'a à peu près tous vécu. Après, à mon sens, hein, après je suis quelqu'un de très positif, mais je pense que la route est effectivement, comme le disait Anne, longue, mais elle est, je pense qu'il y a une vraie mobilisation des acteurs. Après, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais déjà rien que le fait que des petits-déj virtuels de ce type-là soient organisés, que des actions aient lieu dans les organisations, que des organisations s'engagent sur des chartes
autour de la reconversion, la charte dont parlait Katia tout à l'heure, portée par le Syntec numérique, que les écoles qui forment au numérique se posent des questions et des engagements forts qui sont en train de sortir, que les entreprises du numérique se positionnent autour de ces sujets. En tout cas, pour parler de celle dont je suis salariée, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris ces derniers mois, dernières années, dernières semaines autour de la diversité dans le numérique. Après, la route est longue, certes, mais il y a de la volonté, il y a de l'énergie. Maintenant, charge effectivement d'aligner les acteurs et de faire en sorte que ça se passe, mais au moins les questions sont posées. Et donc, je me dis que forcément, on devrait y arriver. Très bien, merci beaucoup Céline pour ce message d'espoir. Émilie, un petit mot de conclusion, le petit mot de la fin? Oui, moi je voulais élargir un petit peu le sujet sur l'IA de confiance et responsable pour dire qu'il y a aussi des travaux sur la réglementation de l'IA, notamment avec l'Europe qui est très moteur pour assurer, voilà, vraiment parce que l'intelligence artificielle est très impactant pour la société. Il y a une multiplicité d'usages et donc il y a vraiment c'est vraiment un enjeu d'arriver à construire des solutions de confiance. Donc, et là, il y a tout un travail pour identifier des questions éthiques à prendre en compte. Et la diversité est bien un des 7 sujets prioritaires à travailler. Donc, c'est vraiment une priorité. Et donc, je voulais juste citer aussi d'autres thématiques autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a d'autres risques, comme par exemple le contrôle humain et l'autonomie sur la technologie, il y a la sécurité, la fiabilité, il y a également la transparence, les questions d'opacité, d'explicabilité. Il y a également la dimension environnementale. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de sujets autour de l'intelligence artificielle, et ce qui alimentera peut-être d'ailleurs d'autres webinaires du Syntec numérique. Avec plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Donc, de toute façon, je rappelle que vous aurez les liens des différentes initiatives sur les slides qui seront mis à disposition aux participants. Et donc, vous pourrez retrouver ces différents programmes, soutenir l'association, vous impliquer et rejoindre les mouvements. Je vais laisser l'honneur à notre présidente de conclure pour qu'elle donne aussi le petit mot de la fin avant de vous donner le dernier éléments pratico-pratiques pour la suite. Donc, Katia, le mot de la fin pour toi? Je suis ravie de démarrer cette semaine, effectivement, parce que les événements ont fait en sorte que le petit déjeuner IA et femmes s'est déroulé à ce moment-là de cette manière-là. Mais je trouve que aussi, Céline, tu évoquais le fait qu'on a vécu des mois assez particuliers. Et pour moi, il faut qu'on prenne ça comme une opportunité, peut-être à travailler. On a une opportunité de travailler ces questions-là encore plus en profondeur. J'espère juste qu'on ne tombe pas nous évidemment, mais qu'on ne revienne pas dans notre envie de retrouver une vie entre guillemets normale, qu'on passe trop rapidement sur des sujets et qu'on revienne en arrière sur des... On a perdu Katia. On a perdu Katia. Bon, elle va peut-être revenir. Elle s'est déconnectée. Donc, écoutez, moi, je voulais vraiment vous remercier, saluer l'engagement dont vous faites preuve, mesdames. Bravo, parce que, comme vous le dites, c'est un travail à part entière déjà d'être maman. C'est le plus important. Et vous menez de front une carrière professionnelle et des engagements associatifs. Donc, vraiment, un gros coup de chapeau à vous pour tout ce que vous faites. Et on espère très fortement que ce soit inspirant pour plein de jeunes filles, et puis également pour que les garçons changent peut-être un petit peu leur mindset et comment dire et vous aident à développer la place de la femme dans les métiers, dans les secteurs de la tech. Pour conclure, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que donc le cycle des petits déjeuners IA devrait reprendre de manière normale. Donc la prochaine session est prévue pour le 10 juillet. Donc on reviendra sur une notion qui avait été développée en tout début d'année sur le déploiement de l'IA et les bons réflexes à avoir. Donc on pourra enrichir en fait la présentation du 10 juillet par remettre
remettre une petite couche, si vous me passez l'expression, sur le fait qu'il faut absolument intégrer au maximum la diversité et en particulier la mixité de genre dans les équipes de l'IA au moment où on l'a fait, mais également au moment où on la déploie. L'une d'entre vous d'ailleurs insistait, l'un des participants insistait sur la collecte de données et faire en sorte que les équipes qui elles-mêmes allaient collecter les données devaient être mixtes, on referme la parenthèse. Et puis ensuite, on reprendra nos cycles donc en septembre. Donc le 11 septembre, le 9 octobre, on fera une pause en novembre puisqu'on sera en pleine période de vacances et de pont avant de conclure l'année le 11 décembre. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on va avoir des sujets qui vont tourner autour de l'éthique, mais également peut-être des présentations d'initiatives conduites par les pouvoirs publics qui vous seront présentées. Donc restez attentifs, vous avez le lien sur le site de Syntec Numérique qui vous présente tous nos événements. Donc vous pourrez retrouver en fait le détail de ces prochaines sessions. Je vous ai mis également mes coordonnées. Voilà, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs de toute mobilisation. Encore un grand merci à vous trois, très chers intervenantes. Un grand coup de chapeau. Moi, je suis ravi de cette session. Bravo à toutes. Et puis, que le travail continue. Donc, on est là pour vous accueillir. Merci à vous trois.